Okay, now it should be okay. Okay, good. Now it seems that we can start. So sorry for this technical problem. I hope that now everything is solved and that you can Bon, hear. je suis désolé pour ces problèmes techniques. J'espère que maintenant on peut commencer. Nous allons parler bien sûr du sujet de l'accès de la justice et de la pétition de responsabilité aussi, qui est le sujet qui nous intéresse. En premier lieu, donc, un peu de logistique. Je vais demander à tous les intervenants et les intervenantes de parler lentement pour pouvoir vraiment traduire. Si vous avez des questions, nous vous invitons à utiliser le bouton, la fonction de questions-réponses à n'importe quel moment pendant la session. La question, bien sûr, sera prise en compte. Il va y avoir 3 langues avec une interprétation simultanée. Pour avoir accès à ceci, vous pouvez utiliser votre barre de zoom en bas de votre écran. Vous cliquez sur Interprétation et vous choisissez votre langue. Ceci inclut aussi les anglophones aussi. Et ici, vous allez voir qu'il va y avoir une traduction en langue des signes. Il va y avoir la traduction en langue de signes pendant la plénière et les groupes de travail, comme ici, pour ce qui est donc les billets. La fonction question-réponse, c'est pour poser des questions au groupe et non pas à une personne spécifique. Donc, il va y avoir un enregistrement pour cette séance. Vous pouvez vous renommer aussi. Et pour les enfants qui suivent cet atelier, n'utilisez pas votre nom, sinon juste votre prénom ou peut-être un nom que vous allez choisir. Nous allons demander à tout le monde d'être respectueux et toutes les questions qui ne seraient pas acceptables vont être effacées. Ne posez pas des questions aux jeunes et aux enfants si après votre intervention, vous allez recevoir l'email de Amy Raggett qui peut vous mettre en contact avec l'organisation de soutien au cas où vous avez besoin de poser une question ou quelque chose. Donc, et maintenant, nous allons avoir des modérateurs qui vont nous aider à avoir une vision de ce que nous allons échanger. Maintenant, je suis vraiment très heureux de présenter ma co-hôte de cette séance, Mounachke du Canada, qui est Mounachke du Canada, qui est une membre du groupe 4, le Children Advisory Team, l'équipe de conseil pour les enfants qui est avec nous aujourd'hui. Il est avec nous, pardon, il est avec nous aujourd'hui. Nous pouvons le voir avec nous. Mounachke, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous pendant cette séance et j'espère que nous allons pouvoir bien travailler ensemble pendant cette session. Si vous voulez vous présenter la question principale sur laquelle nous allons nous pencher pendant cette séance. Mounachke, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment tellement heureux de faire partie de ce débat. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ceci. Bonjour, je m'appelle Monaché et je viens du Canada. J'ai été un membre du groupe de conseil des enfants depuis mars 2020. Ceci m'a donné une perspective que très peu de personnes ont. C'est pour cela que je voudrais faire entendre ma voix pour parler au nom des enfants qui sont comme moi et qui font face aux mêmes défis auxquels je fais face. Je travaille avec l'ICSS et NUMOS. Je suis vraiment tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui pendant ce débat. Pour le groupe de travail d'aujourd'hui, nous allons parler du sujet d'accès à la justice et de la demande de responsabilité pour les jeunes et pour les enfants et pour les familles. Et
pour moi, il est vraiment tellement important de parler de ce sujet parce que nous savons tous que les systèmes devraient être améliorés. Comme nous avons vu pendant les 2 dernières années, pendant le COVID, j'espère que nous allons trouver des façons pour vraiment améliorer le soin qui est donné aux enfants et aux jeunes pour améliorer leur expérience. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons parler de ce sujet, répondre. Quelles sont les leçons que nous avons apprises des questionnaires pour ce qui est des défis auxquels font face les enfants et les minorités et les enfants de couleur pendant les soins? Comment est-ce que nous pouvons vraiment faire face à la discrimination et au racisme et pour vraiment aider les enfants indigènes, les enfants de couleur et les enfants LGBTQI+, pour les soins alternatifs? Qu'est-ce qui fonctionne? Comment nous pouvons faire pour nous assurer de la responsabilité et pour vraiment aider les enfants qui sont dans le contexte des soins alternatifs? Et euh, qu'est-ce que nous sommes en train de recevoir des États pour nous assurer que il y a une demande de responsabilité? C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour nous assurer que cette responsabilité va être là et qu'on va pouvoir vraiment nous assurer du meilleur soin pour les enfants. Merci beaucoup, Monaché, et merci pour votre intervention. Le système, bien sûr, n'a jamais été parfait. C'est pour cela qu'il est vraiment très important, comme vous venez de le dire, de trouver de nouvelles façons pour améliorer ce qui a été fait dans le passé. N'hésitez pas de prendre la parole à n'importe quel moment pour donner votre point de vue sur le sujet. Comme une introduction rapide, nous sommes tous d'accord et toutes d'accord que l'accès à la justice et à la responsabilité est extrêmement important pour tous les enfants. Ceci a été identifié par les ODD, les objectifs de développement durable, surtout la 16 et la 3, comme nécessaires pour nous assurer que les droits des enfants, tous les droits des enfants sont respectés. La plupart des enfants ont une difficulté pour accéder à la justice. Il y a beaucoup d'obstacles auxquels ils font face et la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Mais quand nous parlons d'un enfant qui est dans une institution et qui est séparé de sa famille, bien sûr, les difficultés sont encore de plus en plus importantes. Et par exemple, quand nous parlons de responsabilité, de demande de responsabilité. Nous pouvons voir qu'il y a un manque de contrôle, de supervision, un manque de compréhension de que veut dire les soins de qualité et probablement la mise en œuvre des droits qui est prévue dans la loi est vraiment faible. Donc, il y a un manque de suivi et de surveillance. Quand on parle de manque d'accès à la justice, la plupart des enfants n'ont pas un accès à la justice en premier lieu pour ce qui est de leurs droits fondamentaux. Ils ne peuvent même pas vraiment avoir leur point de vue sur ceci. Ils ne peuvent pas avoir un accès adéquat aux remèdes et aux mécanismes de plainte. Tout ceci fait en sorte que les défis soient très importants. Il faut créer une possibilité pour pouvoir aider les personnes pour nous assurer qu'il y a les bonnes personnes qui peuvent vraiment offrir le soutien aux enfants et leur donner un accès à l'information. C'est pour cela qu'il est vraiment très important de comprendre les difficultés, les obstacles, mais aussi il faut comprendre quels sont les remèdes et qui peuvent être mis en place. Et ce qui est plus important, il faut regarder vers l'avenir et voir qu'est-ce que nous pouvons faire et quel type de leçons nous pouvons apprendre pour vraiment améliorer la situation pour l'avenir. Et c'est avec plaisir aujourd'hui de donner la parole à plusieurs intervenants, intervenantes. Nous allons avoir 3 personnes qui sont des jeunes qui ont des expériences spécifiques à partager avec nous. Et ensuite, nous allons avoir 5 personnes professionnelles dans ce domaine
qui vont aussi partager leur propre expérience. J'ai le plaisir de présenter la première personne, c'est Sinet Chan, Madame Sinet Chan, qui est membre du Children Trust au Cambodge. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a gagné des prix parce qu'elle a écrit des scripts. Madame Sinet Chan, vous avez la parole. Je vous passe la parole. Je m'appelle Sinet Chan et je viens du Cambodge. J'ai été dans un orphelinat et je parle aussi pour le réseau Angarakali. Je travaille pour le Children Trust du Cambodge et aujourd'hui, je voudrais parler du sujet d'accès à la justice et de la demande de responsabilité pour les jeunes et les enfants qui reçoivent des soins alternatifs et pour leur famille. Je vais parler en mon nom et au nom des personnes partout dans le monde qui ont une expérience similaire à la mienne. Je suis né au sein d'une famille pauvre. Après la mort de mes deux parents à cause du VIH, mes frères et sœurs et moi-même, nous avons été séparés et on nous a envoyés dans des orphelinats un peu partout dans le monde. Et moi, j'ai pensé que peut-être vivre dans un orphelinat serait une bonne opportunité, mais quand je suis arrivé à l'orphelinat, j'ai commencé à me sentir mal parce que les enfants qui étaient dans l'orphelinat et moi, on était négligés. On ne prenait pas bien soin de nous. Et, bien sûr, l'orphelinat dépendait des dons généreux étrangers et des fois, nous n'avions pas assez d'aliments. Il fallait chercher nos aliments et nous essayons un peu de trouver nos aliments dans les champs ou essayer de pêcher. Nous devions travailler le matin et le soir, des travaux manuels. Le directeur de l'orphelinat nous obligea à le faire et nous travaillions comme des esclaves. Quand j'étais jeune, j'ai pensé que ces activités étaient un moyen de survie et maintenant je me rends compte que c'était une forme de trafic d'enfants et d'exploitation des enfants pour le profit d'autres personnes. Et le directeur de l'orphelinat aussi a abusé de nous et j'ai été violée pendant plusieurs années. Le directeur de l'orphelinat a menacé de me tuer si jamais j'en parlais à quelqu'un. Et j'ai vécu dans la peur et j'avais tout le temps, j'étais angoissé et j'avais peur tout le temps. Beaucoup d'enfants et de jeunes comme moi-même ont souffert l'exploitation, l'abus, la négligence et ont été utilisés pour créer un profit. Et nos histoires vraiment provoquent des émotions très fortes. Et, et nous ne sommes pas en train de partager nos histoires pour provoquer de la pitié. Nous voulons un changement et nous voulons une justice. Entre 2005 et 2010, le nombre d'orphelinats au Cambodge a augmenté de plus de 75% et le nombre d'enfants qui vivent dans les orphelinats s'est multiplié, a doublé. Et plusieurs orphelinats reçoivent des enfants d'une façon illégale, plusieurs exploitent les enfants pour créer un profit. Il y a beaucoup de trafic d'enfants dans ces orphelinats. Malgré les lois qui criminalisent ces actions, beaucoup de personnes n'ont pas été punies et continuent aussi à administrer toujours des orphelinats. En 2017, j'ai été invité pour
donner mon témoignage expert dans, dans un processus d'examen australien. L'Australie a examiné les formes d'esclavage et d'abus contre les enfants. Et moi, je pense que ce processus est un pas positif pour aider les enfants et les jeunes qui ont été exploités dans les orphelinats. Mais je pense que plus d'actions devraient être prises. Les États devraient vraiment s'assurer que tous les orphelinats qui admettent des enfants sont vraiment bien contrôlés pour ne pas exploiter les enfants et pour créer un profit. Les États devraient arrêter le tourisme des orphelinats. Les États devraient mettre des cadres légaux pour les criminels qui ont exploité et qui ont abusé des enfants dans les orphelinats. Et aussi, on devrait avoir un service de conseil gratuit aux enfants et aux jeunes quand nos droits sont violés ou quand il y a eu de l'exploitation, un abus. Quelque part, les pays donateurs devraient réglementer le fonds, les fonds et les dons qui sont envoyés aux orphelinats pour arrêter le tourisme des orphelinats, pour arrêter le trafic des enfants, parce que il y a une industrie qui utilise ces dons et ces aides où les enfants sont séparés de leur famille et ils sont sujets à un abus terrible, à une négligence comme moi-même. J'ai été utilisé comme une marchandise pour créer un profit. C'est pour cela qu'il faudrait que les aides soient dirigées vers les familles pour que les familles prennent soin des enfants. Les enfants partout dans le monde ont le droit de grandir en sachant à quelle famille ils appartiennent, à quelle communauté ils appartiennent et qu'ils soient protégés de n'importe quelle forme d'exploitation et d'abus. Merci. Merci beaucoup, Sinette. Je vous remercie de tout cœur pour avoir eu le courage de partager votre expérience et pour avoir souligné tous ces sujets de très grande importance. Le fait de ne pas se sentir sûr dans un endroit où vous auriez dû être protégé, vivre l'expérience de l'esclavage et l'abus que vous avez souffert et toutes les menaces que vous avez reçues. Mais même malgré toutes ces expériences tellement difficiles, vous voulez et vous exigez un changement et une justice. Et c'est une lutte qui est extrêmement importante pour tous les enfants qui continuent à être soumis Many thanks for your contribution. à ces abus. Je voudrais vous remercier pour votre contribution. J'espère que toutes les personnes qui vous ont entendu, toutes les personnes, je peux vous assurer, qui participent à ce workshop, vraiment sont bien engagées pour travailler d'arrache-pied sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour cet échange et je vais présenter la deuxième personne, Marcel Lemnau, qui se présente comme une personne qui lutte pour soi-même, qui vient de Moldavie et qui va nous donner un peu plus d'informations sur lui. Et puis ensuite, nous allons écouter le, le témoignage de son expérience et de son point de vue. Maralsen, je vous passe la parole. Vous êtes avec nous, j'espère. Est-ce que Marcel Lemnarou? Je n'ai pas d'informations sur si Marcel Lemnarou est avec nous ou pas. Peut-être que pas. Si Marcel Lemnarou n'est pas avec nous, peut-être je vais passer la parole à la troisième personne qui va intervenir. Et si Marcel apparaît, nous reviendrons vers lui. Je vais passer la parole à Megan Moffat, qui est la vice-présidente d'une organisation nationale d'Écosse qui s'appelle Who Cares. Megan, je vous passe la parole et nous sommes vraiment très heureux de vous écouter. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup.
Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Je m'appelle Megan, j'ai 23 ans, j'ai une expérience en Écosse. Je voudrais vous donner un peu le contexte sur les soins donnés aux enfants. Nous avons vraiment la chance d'avoir une première ministre intéressée par ceci et qui a mis les cadres d'aide pour les enfants jusqu'à 21 ans et, donc qui a changé c'est le cadre réglementaire et vraiment qui réglemente le travail des travailleurs sociaux aussi. Comme vous le savez, donc le processus d'investigation écossais, ça a commencé en 2017 et pendant ces 4 ans, nous avons recueilli des témoignages. Il y a toujours des enfants qui viennent et qui ont parlé d'abus, d'agression aux droits aussi. C'est des enfants qui ont été séparés de leur famille. Il faut vraiment prendre en compte le meilleur intérêt des enfants. Il faut vraiment recueillir toutes les informations et tous les témoignages possibles pour définir les responsabilités et donc, nous voulons nous assurer que les personnes qui prennent soin de ces enfants savent le faire de la meilleure façon pour améliorer leur estime en soi et pour leur bien-être aussi. Et, parce que plusieurs enfants ne se sentent pas comme faisant partie de la société. Et Et si nous voyons les histoires de tous ces enfants partout dans le monde, nous voyons le même problème partout. Les systèmes de soins ne s'assurent pas qu'il y a des personnes qui ont une grande expérience pour pouvoir donner le meilleur service aux enfants. L'Écosse, maintenant, vient de célébrer la première journée du souvenir où plusieurs personnes ont parlé de leurs histoires. On a demandé qu'il y ait des actions qui soient prises et nous travaillons enfin, en Écosse comme une organisation bénéfique pour vraiment aider les pourvoyeurs de soins. Notre priorité, c'est nous assurer que le bien-être des enfants est respecté, qu'il y a une demande de responsabilité, qu'il y a une veille pour le bien-être des enfants et pour pouvoir aider les familles aussi dans la prise de décision pour ce qui est de l'éducation. Et les soins sont en train de changer en Écosse. Et bien sûr, les leçons qui ont été apprises de ces processus d'investigation qui ont eu lieu en Écosse nous ont beaucoup appris et nous voulons nous assurer que toutes les leçons qui ont été apprises vont être traduites en action parce qu'il faut nous assurer que nous avons bien appris les leçons et que nous utilisons les ressources de la meilleure façon possible. 942 millions de livres sterling sont dépensés tous les ans pour les soins donnés aux enfants. Et c'est pour cela que nous devons nous assurer que nous avons des personnes qui ont une expérience, qui travaillent avec ces enfants et aussi bien sûr, il faut s'assurer que les personnes qui vont investir dans les soins qui sont donnés aux enfants comprennent que ces soins vont être les meilleurs pour vraiment travailler pour la justice, les soins de santé et nous devons offrir le meilleur euh, soutien pour ces personnes-là. Nous sommes vraiment désolés, la connexion, elle est vraiment très mauvaise. Et aussi, nous devons travailler pour pouvoir travailler avec les enfants qui ont souffert des traumatismes aussi. Nous devons nous assurer que les personnes qui ont grandi dans des orphelinats
que nous puissions les aider pour surmonter leur traumatisme. Nous devons travailler pour protéger les générations futures et nous assurer que vraiment il y a un plaidoyer indépendant pour aider tous les enfants. Et nous devons nous assurer aussi qu'il y a des provisions pour les soins de santé aussi aux enfants. Bien sûr, un enfant, selon l'article de la loi écossaise, un enfant devrait grandir dans une famille où il est entouré de compréhension et d'amour. Et tous les enfants qui sont dans des systèmes d'aide alternatifs devraient recevoir le soutien aussi. Tous les enfants partout dans le monde devraient avoir le droit à recevoir ceci. Donc, la question que j'ai, c'est comment pouvons-nous travailler pour assurer qu'il y a de l'amour qui est donné à l'enfant. Merci beaucoup. Merci, Megan, pour avoir partagé votre expérience. S'assurer que chaque enfant puisse garder son estime de soi et que cela n'a pas lieu si vous faites l'expérience d'une famille d'accueil ou d'un soin. C'est vraiment révoltant. Bon. La possibilité d'être entendu, d'être écouté en ligne avec l'article 12 de la Convention est extrêmement important et votre appel pour une meilleure utilisation de l'argent des fonds de l'investissement public est également crucial. Vous avez mentionné des acteurs qui doivent être impliqués pour améliorer cette situation et nous ne voulons pas voir des commissions d'enquête qui parviennent aux mêmes conclusions encore et encore sans rien changer. Alors encore une fois, merci de cette expérience et de ce grand travail que vous faites avec votre organisation. Je crois que nous pouvons revenir à notre intervenant précédent qui est revenu, Marcel Lemnaru de la Moldavie. Nous sommes très heureux que vous soyez de retour et vous avez la parole pour 5 minutes. Marcel, allez-y. Bonjour, bonjour. Je suis Marcel. Oui, bonjour, je suis Marcel Lemnaru, j'ai 20 ans et je viens de la République de Moldavie. Pendant 20 ans, j'ai vécu dans une institution résidentielle. Il y a 4 ans, j'ai déménagé avec 3 autres jeunes. Maintenant, en vivant dans la communauté, ma vie a un sens. Je suis important, je suis protégé, mais j'ai perdu mon enfance dans des institutions. Maintenant, je comprends mieux la différence entre la famille d'accueil et les soins institutionnels et je peux analyser l'impact des violations des droits par les autorités dans les institutions. Ce que j'ai remarqué maintenant, et je peux dire que les droits des enfants handicapés dans les institutions sont abandonnés.
Je pense que les enfants handicapés n'ont pas accès à la justice sur une base d'égalité. Pour les enfants qui vivent dans les institutions, personne n'est impliqué pour assurer leur statut légal. Par exemple, je n'avais pas de statut légal. Tout le monde me disait que j'étais un enfant abandonné en se basant sur une feuille de papier d'une femme qui m'a abandonné à la maternité. Personne ne m'a proposé un soutien légal juridique pendant mon enfance. J'étais discriminé et je n'ai eu ni droit ni argent dans cette institution. Je ne suis pas allé à l'école. Mon droit à l'éducation a été violé. Aujourd'hui, pour moi, c'est difficile de récupérer 20 ans, ce qui a créé ma dépendance envers les autres personnes. Il est très difficile pour moi d'avoir un emploi, de trouver un emploi parce que je n'ai pas les connaissances et savoir-faire nécessaires. Il est difficile de devenir journaliste, le travail dont je rêve, sans avoir un contexte, des diplômes. Il est très difficile pour moi de vivre la dépendance au sein de la communauté sans avoir un emploi. Et en partant de mon cas, je recommande aux autorités de la Moldavie et d'autres États d'arrêter de nouvelles admissions de placement d'enfants handicapés dans les institutions résidentielles et de renforcer les protections de remplacement. En Moldavie, la plupart des institutions pour les enfants ont été fermées, mais il reste les institutions où les enfants handicapés sont placés. Et encore une fois, ce groupe d'enfants est abandonné, est à l'abandon. Les autorités ne consultent pas l'opinion de l'enfant lorsqu'il est placé dans l'institution. Et l'État ne fait rien pour établir un statut légal de l'enfant. Je veux que les enfants handicapés soient considérés dans tous les services, santé, services sociaux, et reçoivent un traitement digne dans tous les aspects de leur vie. Les enfants handicapés ont le droit d'avoir une famille et d'avoir une protection de remplacement. Je crois que
la voix des enfants handicapés, en particulier ceux qui sont dans les institutions résidentielles, doivent être entendus et qu'aucun enfant devrait être violé dans ses droits, en particulier le droit à la famille. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Marcel, de votre intervention et pour avoir pris le temps de partager votre expérience. Il est absolument, c'est très émouvant d'entendre ce que vous avez dit et ce que vous avez partagé avec nous. Et lorsque vous dites que vous avez perdu votre enfant, c'est absolument émouvant. Et nous devons travailler et assurer qu'aucun autre enfant ne puisse dire cela dans l'avenir. Donc, c'est un défi et c'est notre devoir. Je vous souhaite d'être capable un jour de rendre votre rêve une réalité, d'être journaliste, et j'aimerais vraiment pouvoir lire un article que vous aurez écrit ou une intervention. Vous l'avez tellement bien fait aujourd'hui, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas votre rêve et continuez de lutter pour vos rêves. Merci aux trois intervenants. Vous avez partagé avec nous des informations tellement importantes. Nous devons vraiment recevoir tout cela et nous assurer de faire quelque chose avec cela. J'aimerais que vous m'excusiez d'être un petit peu en retard pour tous les autres intervenants, mais tous vont bien comprendre qu'il est tellement important d'écouter ces expériences. Maintenant, je vais demander au prochain intervenant d'être un petit peu plus court, de partager quelques points importants, 1, 2, 3, 4 idées, mais d'être court pour que nous puissions échanger. Ensuite, je ne vais pas m'étendre dans leur présentation. Ils vont dire ce qui est important pour eux. Le premier intervenant, M. Bruce Adamson, qui est le président, qui est un défenseur des enfants pour l'Écosse et qui est le président actuel du réseau européen des défenseurs de l'enfant. Il y a un problème avec l'interprétation en espagnol qui est dans le mauvais canal. Nous nous excusons de la part de notre collègue. Voilà, mais on va y arriver. Je ne peux rien faire d'autre pour le moment. Je vais maintenant passer la parole à Bruce Adamson, président de l'ENOC, les Européens des défenseurs de l'enfant. C'est notre plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui et de partager votre expérience avec nous. S'il vous plaît, soyez assez bref. Bruce, allez-y. Merci, Président. Bonjour à tous d'Édimbourg. Tous les autres équipes, merci beaucoup de travailler avec le comité pour nous réunir pour cet événement tellement important et merci pour les contributions courageuses et tellement précieuses. Moi-même et Megan, qui est la leader ici en Écosse, sont pleines d'inspiration. Vos excellences et délégués, nous devons écouter les changements dans la justice avec lesquels nous avons ouvert notre séance. Nous devons pouvoir faire des changements. Nous sommes affectés par une pandémie qui affecte encore plus les enfants qui sont en protection de remplacement. Et cela inclut les abus historiques, comme ils l'ont tous dit. Il faut vraiment traiter le fait que des enfants ont été perdus.
La reddition des comptes va au cœur des droits humains parce que sans la justice, les jeunes, les enfants ne peuvent pas avancer dans leur vie. Sans la reconnaissance des violations des droits humains qu'ils ont subies, sans un suivi à travers des collectes de données, d'inspection, sans remède efficace à travers des mécanismes de plainte, sans action corrective pour s'assurer que la reddition du compte a bien lieu. C'est absolument nécessaire pour le respect des droits humains en Écosse. Très rapidement, il y a deux exemples spécifiques que je reviendrai plus tard. L'un se centre sur le redressement, la réparation. Et Megan a bien dit qu'il faut changer les choses de manière urgente. Les enfants, les jeunes auxquels je parle, tous disent qu'ils ont été déplacés, qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas senti d'amour, ils n'ont pas été compris et mauvaise compréhension des professionnels, des droits et préoccupations dans les maisons et dans les institutions. Les enfants en Écosse font face à de nombreuses barrières par rapport aux victimes d'abus. Eh bien, on a travaillé là-dessus depuis deux décennies, une approche basée sur les droits. Il y a des choses vraiment intéressantes. Nous avons développé un plan d'action pour accès à la justice à ces victimes. Nous avons un forum confidentiel. Nous avons changé la limite de temps pour pouvoir porter des plaintes concernant les droits humains et également un schéma de redressement financier pour les survivants de ces abus. Megan a déjà parlé de certains points, mais plus de 5000 personnes, des bébés jusqu'aux adultes, ont été impliqués dans ce processus conduit par des gens qui ont fait l'expérience de ces soins, des familles d'accueil, et y compris se centrant sur les ressources. C'est un point qui a été soulevé. Nous avons besoin de ressources pour faire les changements dont nous avons besoin. Donc, il s'agit d'un réseau ici, 43 membres de 44 États du Conseil de l'Europe. Nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années sur ces points et vous pouvez trouver ces abus dans toute l'Europe, dans le monde entier. C'est la même chose. Manque de soutien légal, de gardiens, le fossé entre la théorie et la pratique juridique. Et ces procès, on a besoin de redressement, on a besoin de réparation et de collection de données également. Il y a des pratiques au Pays de Galles, en Belgique, en Lituanie, Serbie, Moldavie, Ukraine, Pologne, Luxembourg. Et mes collègues veulent vraiment s'assurer que nous continuons à être engagés dans ces discussions parce que l'accès à la justice et à la reddition des comptes doit se centrer sur les États. La première responsabilité est celle de l'État pour s'assurer du devoir de faire des investigations, de poursuivre des individus pour assurer la justice. Et les jeunes doivent être au cœur de cela. Les institutions indépendantes. Nous sommes une institution indépendante et nous voulons vraiment soutenir les gens qui font ce travail parce que les jeunes, les enfants nous disent qu'ils doivent être plus inclus, ils doivent être au cœur de nos préoccupations. Nous devons vraiment nous assurer de reconnaître le leadership des jeunes défenseurs des droits humains. Il ne s'agit pas de pitié, de compassion, c'est une demande de changement et de justice. Merci beaucoup. Merci, Bruce, d'être avec nous et de partager votre expérience. Le rôle des défenseurs, des ombudsman pour les enfants est tellement important pour assurer un accès à la justice. Il y a des pays où ils ont accès à des institutions et ils reçoivent un soutien direct. Donc, votre rôle et le rôle de vos collègues est tellement important par rapport à tout cela. Donc, merci du travail que vous faites. Sans plus tarder, je vais passer la parole
à M. Jorge Cardona, ancien membre du CRC. Donc, c'est un ancien collègue, n'est-ce pas? Et il est également professeur dans une université espagnole et, entre autres, impliqué dans une des enquêtes les plus importantes qui a eu lieu concernant le Chili. Jorge, j'ai un grand plaisir de vous donner la parole et je serai très heureux d'écouter votre expérience dans votre domaine. Jorge, c'est à vous. Merci beaucoup et merci beaucoup de votre invitation. Les questions que nous traitons dans ce groupe de travail ne peuvent pas être déliées de celles qui sont traitées dans d'autres groupes de travail de ce JDG. Dans le groupe de travail 1, il parle en ce moment même de comment renforcer les familles et les communautés pour prévenir les séparations, et dans le groupe 2, de comment aborder les besoins de soins et les droits des enfants qui se trouvent séparés, sans compagnie, sans recevoir de soins, et dans le cadre de l'obligation de protection d'assistance spéciale que l'article 20 de la CRC impose à l'État dans ces cas. Et dans ce groupe de travail, nous allons parler quand tout cela échoue et que l'enfant séparé de sa famille est en protection de remplacement, au lieu d'être protégé, voit ses droits violés et doit accéder à la justice pour obtenir une réparation. Malheureusement, nous pouvons affirmer que dans tous les États, ces violations ont eu lieu. Et en plus, elles ont eu lieu avec un caractère grave et systématique. Nous savons, Marcel Lemnarou a manifesté sa propre expérience de ces violations et nous le remercions. Les scandales de violations graves et systématiques du droit à la vie, d'abus sexuels, de mauvais traitements, de manque d'accès à l'éducation, à la santé, ou les violations au droit à un niveau de vie adéquat qui a lieu dans tout type d'institutions publiques, privées, en Irlande, Angleterre, Suède, Islande, Norvège, France, Espagne, Afrique du Sud, Japon, Guatemala, Honduras, Chili, etc., etc. Aucune région dans le monde est épargnée par les violations des droits des enfants institutionnalisés malgré l'obligation de l'État à fournir une protection et une assistance spéciale de ces enfants. Moi, je vais centrer mon intervention sur la première question que nous pose le comité. Quelles sont les leçons apprises à partir des enquêtes nationales et des schémas de réparation liés à ces violations connues qui doivent être abordées dans le cadre de la réforme des systèmes de soins? Et la première leçon fait référence à quelle est la procédure la plus adéquate pour pouvoir accéder à la justice dans ces cas, tant par les familles que par les enfants, les familles ou les adultes qui ont grandi dans ces systèmes de soins. La pratique nous montre principalement trois types de procédures: les procédures judiciaires, administratives et mixtes. La procédure judiciaire pourrait paraître la plus adéquate a priori. Les victimes demandent aux tribunaux l'obtention d'une réparation pour la totalité des dommages et souffrances subis. Mais les procès judiciaires demandent un rôle actif de la victime qui agit de manière individuelle. Prouver les dommages, déterminer les responsables, l'établissement de la relation causale entre l'action et l'omission des coupables, et tout cela est les responsables des dommages. Et tout cela est très difficile par les victimes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité spéciale et d'inégalité avec l'État. Donc, ces mécanismes ont démontré qu'ils n'étaient pas les plus appropriés pour répondre aux violations massives et systématiques. Nous sommes face à des violations de droits humains attribuables à l'État. L'État a employé ses pouvoirs et ressources, non pas pour protéger ses enfants, mais pour permettre qu'on les agresse
ne répondant pas à son obligation de surveillance, ce qui oblige à ce que le propre État assume un rôle proactif pour réparer les dommages et souffrances causées. Ainsi, par exemple, en Islande, Suède et Norvège, c'était le Parlement qui a établi par loi une procédure spécifique face à un organe créé par le propre Parlement pour permettre un accès à la justice avec des enquêtes financées par le propre État. Cependant, la critique est que l'État est jugé parti, ce qui peut conduire à ce que l'accès à la justice soit, et surtout les réparations, ne soient pas complètement adéquates. Une solution intermédiaire a été menée en Afrique du Sud avec la création d'une procédure d'arbitrage spécifique qui permet aux victimes et à leurs représentants d'accéder de manière amicale avec un rôle actif d'enquête de la part de l'organe d'arbitrage indépendant. Ce type de procédure est a priori celui qui donne le plus de garanties. En tout cas, toute procédure doit se baser sur le respect de la Convention et en particulier des principes basiques de base de celle-ci. Et entre elles, je dois souligner le caractère primordial de la participation des enfants. Et en ce qui concerne les réparations accordées aux victimes, systématiser le type de réparations qui ont été accordées, nous pouvons citer d'abord la présentation d'excuses publiques de la part de l'État. Ce type de satisfaction est particulièrement importante parce que d'abord, elle suppose une reconnaissance de ces violations qui rend la dignité aux victimes et en second lieu, contribue à la sensibilisation sociale sur ce phénomène et à prendre conscience du besoin d'éliminer ce type d'action. Et en troisième lieu, doit être accompagné d'établissement de mesures pour garantir que cela ne se reproduise pas. Avec cette satisfaction, nous trouvons l'adoption de mesures pour permettre une thérapie, un traitement de réhabilitation pour réparer dans la mesure de possible les conséquences physiques, psychiques et morales des violations. Et enfin, il y a différentes formes d'administration pour dommages, dans le caractère général, par exemple, comme en Islande ou en Suède, ou des indemnisations pour chaque cas individuel en évaluant sur la base de la nature de l'abus, l'impact et la duration. Je voulais signaler que, aussi important que donner l'accès à la justice et réparer les victimes, c'est d'attaquer les causes profondes et structurelles de cette violence. Et cette cause est principalement le système même d'institutionnalisation. Pour cela, tous les États doivent mener à bien certaines de ces procédures d'accès à la justice et de reddition de comptes pour deux raisons. D'abord, pour garantir le droit à la réparation des victimes et que celles-ci ne soient pas oubliées. Deuxièmement, pour porter le thème au débat public et sensibiliser la société sur ce que traitera demain le groupe 5, le besoin de transformer le système vers un soin basé sur la famille et la communauté et éliminer l'institutionnalisation en garantissant à tous les enfants un environnement familial adéquat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jorge. C'est un plaisir que de recevoir ton expérience et de la partager. Jorge nous a mentionné des choses très, très importantes et la manière pour essayer de traiter ce problème, l'importance de la réparation de la victime, qu'on ne devrait pas oublier dans l'avenir. Nous perdons le président de temps en temps. Nous sommes désolés, mais le son de Monsieur le Président va et vient. Je n'arrive pas à saisir ce qu'il a dit. Alors, le troisième intervenant, Monsieur Hector Kaiwai. Kaiwai, vous avez la parole.
Bonjour, je suis de Nouvelle-Zélande. C'était moi qui me présentais dans notre langue indigène. Je suis Hector Kaiwai. Je suis le directeur de Wire Research, un centre indigène de Auckland, Nouvelle-Zélande. Mon collègue ici va se présenter également. Je suis Joseph Andrews et je suis très honoré d'être ici avec vous ce matin en Nouvelle-Zélande. Il faut nous excuser parce qu'il est maintenant 1h44 du matin et très rapidement, je vais parler du travail dans lequel je suis impliqué, ce qu'on appelle l'enquête nationale, indigène nationale. Très rapidement, il s'agit, ils sont responsables du bien-être des enfants à risque ici dans l'État. Je ne sais pas si... Je veux bien dire que je ne travaille pas pour le ministère, mais que nous faisons face à certains challenges ici, les peuples indigènes en Nouvelle-Zélande. Donc, l'enquête a eu lieu après un appel de nos communautés. Donc, nous sommes un groupe basé sur la communauté. La recherche, en général, vient du haut vers le bas. J'ai posé des questions, mais les enquêtes sont venues de nos communautés indigènes en Nouvelle-Zélande parce que nous avons vu qu'il fallait que les choses changent pour nos enfants et qu'il fallait faire quelque chose. Nous, avec l'aide des communautés, nous avons pu nous retrouver, soutenir nos familles et mener à bien cette enquête. Et cette enquête a été conduite par les indigènes. Cela ne venait pas du gouvernement, cela venait de la communauté. Donc, cela nous a impliqué qu'on se retrouve au plan national, qu'on demande à nos familles indigènes qu'est-ce que vous voulez que nous fassions, qu'est-ce qu'il faut changer, quelles sont les choses qui devraient être différentes pour vous. Donc, ça a été complètement différent de ce qui avait été fait jusqu'ici à travers ce processus et à travers cette approche indigène. Nous avons pu avoir 11 000 personnes engagées dans ce processus. Nous sommes un tout petit pays, n'est-ce pas? Alors, avoir un nombre tel que cela, avoir des familles qui ont été abusées, traumatisées et partager leur histoire avec nous, c'était absolument fondamental. Encore une fois, parce que nous avons eu cette approche indigène, nous avons des valeurs culturelles en ce qui prendre soin de nos familles. Et notre réputation culturellement se base sur notre capacité à prendre soin de nos familles, de nos personnes. Et en fait, nous n'avons pas eu seulement de familles indigènes qui sont venues nous voir, mais d'autres également qui voulaient partager leur expérience avec nous. L'une des conclusions, je voulais également remercier ce qui a été dit aujourd'hui. Beaucoup des recommandations que nous avons faites étaient partagées par les personnes ici. Les problèmes de nos familles, l'accès à la justice, pour l'accès à la justice, beaucoup de nos familles sont appauvries, dans des environnements appauvris. Et si un enfant est abusé, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas les fonds de vous adresser au ministère. Il y a une longue histoire
d'abus de nos familles et du démantèlement de protection traditionnelle que nous avions en place. L'une des conclusions les plus difficiles, concernait les traumatismes. Dans notre culture, nous avons une vision très holistique. L'une de nos familles l'a dit, lorsque on vous enlève un enfant de papa-maman, vous leur enlevez leur identité. Et nous savons de la recherche qu'avoir une identité forte est tellement important pour nos jeunes. Donc, l'une des conclusions clés, c'est s'assurer que les enfants ont accès à la culture, à l'identité. Une des questions également une des conclusions les plus difficiles également concernait les familles qui se trouvaient dans des situations d'abus, des gens qui ont été écartés de leur famille. Ils ont pu faire face à l'abus qu'ils ont subi, mais ils n'ont jamais pu surmonter le fait d'avoir été enlevés à leur famille. Alors, c'est une des conclusions. Je m'excuse, mais je voulais vous dire que des choses fantastiques sont apparues dans cette enquête, des choses très concrètes, des opportunités nous ont été données de programmes aux communautés indigènes à travers de notre gouvernement. Et donc, ces personnes peuvent reconnecter avec leur culture et revendiquer leur identité. Et cela nous a fourni donc cette approche indigène. Et j'aimerais passer la parole à mon collègue. Bon, je voulais dire que je suis désolé, dit le président. Je suis obligé d'intervenir, mais nous n'avions la possibilité que d'entendre un intervenant. Je suis extrêmement désolé, mais nous avons encore 2 intervenants. Mais merci beaucoup, Hector, d'avoir partagé le travail que vous avez fait, qui est fantastique, partant de la communauté et assurant la valeur des personnes indigènes, s'assurant que les personnes indigènes sont vraiment au devant de la scène. J'espère que cela vraiment va conduire à des changements et j'espère qu'on pourra entendre votre collègue lors de la prochaine séance. Maintenant, je vais présenter le 4e intervenant, Mademoiselle Cindy Blackstock, qui est vice-directrice. Et Cindy. Merci, Monsieur le Président. Je voulais transmettre mon respect à tous les jeunes qui ont participé à cet appel, à tous les jeunes et à ceux qui sont dans des institutions. Je ne vais pas répéter beaucoup de choses qui ont déjà été dites et je vais me centrer sur la question de lorsque l'État est le perpétrateur de l'abus et l'accès à la justice est particulièrement difficile dans cet environnement. Les suggestions que je vais partager viennent de l'expérience collective de nos peuples. Vous savez, il y a plus de 5000 enfants qui ont été trouvés dans des tombes sans identifier à cause du gouvernement canadien. Il y a encore
des milliers d'enfants séparés qui ont été séparés de leurs enfants à l'époque. Et l'État canadien fournit moins de services publics à ces enfants qu'à beaucoup d'autres. Cela a conduit à porter plainte contre le gouvernement canadien pour fournir des services juridiques égaux, pour pouvoir maintenir les enfants indigènes dans leur famille, dans leur maison, comme les autres. Le problème, c'est que l'accès à la justice a été sévèrement mis en danger par l'État canadien, qui n'a pas les mécanismes adéquats pour l'accueil et le soin des enfants et des jeunes en général. Et les organisations qui travaillent pour apporter des actions, disons, qui lient le gouvernement pour l'obliger le gouvernement, disons, à fournir ces solutions et assurer le droit à la non-discrimination. Donc, je vais, Monsieur le Président, dans l'intérêt du temps, parce que je sais que je vais parler de recommandations. D'abord, numéro 1, vous avez parlé de reddition des comptes et nous avons travaillé avec un groupe de jeunes indigènes au Canada pour comprendre ce qu'est la reddition des comptes pour eux, quelle est la valeur, comment s'assurer que les solutions qui ont été déjà avancées par des jeunes et d'autres organisations sont mises en œuvre. Donc, nous aimerions voir que l'État prenne des mesures spéciales pour soutenir les jeunes, y compris les jeunes indigènes, pour pouvoir accéder à la justice, pour renforcer leurs droits, y compris l'application de droits contre l'État lui-même. Cela veut dire l'accès à un conseil légal crédible, indépendant. Et cela demanderait également que les États prennent des mesures spéciales pour adopter la déclaration et pour fournir la protection adéquate pour s'assurer que les jeunes et les enfants qui ont été en accueil, en soins, ne subissent pas de conséquences négatives s'ils soutiennent leurs droits. Et cela devrait être fait avec le soutien des organisations des droits des enfants et des jeunes dans le monde. Il devrait y avoir des mesures spéciales prises par les États pour assurer la participation des jeunes et des enfants dans des cas systémiques de droits humains contre l'État. À ce point, au Canada, il y a des provisions dans nos tribunaux pour que les enfants puissent témoigner dans des questions criminelles ou de divorce. Mais dans notre cas, il n'y avait aucune provision pour que les enfants puissent témoigner contre le gouvernement canadien de manière systémique. Ces enfants étaient sujets à des examens croisés, des interrogatoires croisés, alors que déjà, il y avait de la répression de la part de l'État. Donc, ces dispositions devraient avoir lieu. Nous aimerions des mesures spéciales pour soutenir les organisations de jeunes pour pouvoir participer pleinement dans tous les mécanismes qui puissent donc porter plainte contre l'État dans leurs pays respectifs. Et il devrait y avoir certains changements dans la Convention elle-même pour que cette Convention, pour que les enfants aient droit à ces services. Vous savez, nous savons que le cerveau continue à se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, nous voulons nous assurer que les droits de ces enfants en soins sont défendus et qu'ils aient le droit d'être entendus par la communauté elle-même. Et voilà ma dernière recommandation. Il s'agit les mesures elles-mêmes du comité qui travaille. J'aimerais voir que il y ait une représentation dans le comité de la part du Canada sur les sessions spéciales, sur la mise en œuvre de la Convention de protection des droits des enfants et post-soins, ce qui était critique
pour le jeune que nous avons entendu, n'est-ce pas, qui veut devenir journaliste. Je crois qu'en fait, il est déjà journaliste en partageant son expérience. Donc, j'aimerais dire que les États tels que le Canada, eh bien, on a trouvé qu'il a discriminé les enfants en les enlevant de leur famille, et il devrait fournir des rapports annuels sur leurs progrès en ce qui concerne les progrès juridiques par rapport au comité de l'enfant. Donc, le gouvernement canadien a promis politiquement de mettre fin à cette discrimination, mais il faut vraiment qu'ils rendent des comptes sous la Convention des droits des enfants. Et avec cela, j'aimerais reconnaître tout le bon travail qui a été fait. Et je suis tellement heureuse de savoir que mon collègue Connor va parler demain. Merci, Monsieur le Président. Merci et d'avoir gardé le temps. C'est le point le plus important que vous avez mentionné. Cette commission qui est là dans ses pratiques et le fait qu'il y a des décisions et que nous avons besoin de dispositions de suivi dans les enquêtes qui ont eu lieu. Donc, le message que nous avons entendu, et nous allons le prendre en compte, votre suggestion, n'est-ce pas, pour présenter un rapport annuel pour nous assurer qu'il y a un suivi. Je vais passer la parole au dernier intervenant. Mais bon, une des questions avait à voir avec la COVID-19 et ses conséquences. Mais je pense en fait que toutes les difficultés que nous avons mentionnées ont été multipliées à cause de la COVID. Et donc, un peu partout dans le monde, en Amérique latine, il y a aussi un manque de politique pour accompagner les jeunes et les enfants. C'est quelque chose que nous avons entendu déjà. Et ce sont les personnes qu'il faudrait jamais oublier dans l'action que nous menons normalement. La dernière personne maintenant à prendre la parole est Madame Dorothea Bouchard. Je suis vraiment très désolé pour ma prononciation. Elle est à la tête du département du ministère du département de la protection de l'enfance en Hongrie. Elle va parler de comment en Hongrie, on est en train de mettre en œuvre les actions relatives à l'aide des enfants. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci pour cette opportunité. J'ai vraiment l'honneur d'être ici avec vous et d'avoir l'opportunité de pouvoir me diriger à vous. Et en premier lieu, moi, je pense que les conséquences de la pandémie ont eu un effet très important partout dans le monde. Elles ont affecté les preneurs de décisions. Et ceci a été un test vraiment très important pour ce qui est de la sécurité sociale. Le gouvernement hongrois a donné une importance vraiment très importante pour placer les enfants dans leur famille, pour pouvoir vraiment résoudre les problèmes sociaux dans les familles le plus tôt possible, pour pouvoir aider les familles et pour vraiment avancer dans la protection des enfants. Il y a plusieurs mesures législatives qui ont été introduites, comme par exemple de tous les services intermédiaires aux enfants, le système de plusieurs couches de signalement et aussi la présentation vraiment d'aide pour les crèches et pour les écoles, pour nous assurer que tous les enfants vont recevoir toutes les ressources et les services qui sont nécessaires pour leur développement physique et mental et que les enfants acquièrent ceci au début de leur vie. Nous avons vu pendant les dernières années que ces problèmes-là, maintenant, sont chez les jeunes. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes où il y a des problèmes mentaux, de développement social, de comportement social aussi. Et les assistants sociaux
et les assistantes sociales dans les écoles primaires, elles peuvent offrir une aide dans ces situations. Elles dépendent bien sûr du département de l'aide sociale et aussi pour aider les familles aussi à avoir des logements temporaires. Ces logements, ils reçoivent les familles et les enfants pour éviter la séparation des familles dans les périodes problématiques et pour aider les enfants à rester au sein de leur famille. Et nous continuons aussi à nous pencher sur les besoins des enfants qui ont des besoins spéciaux et leurs familles. Nous avons plusieurs centres qui peuvent vraiment aider ces enfants pour les aider physiquement, mentalement dans leur développement. Dans notre loi sur la protection des enfants, nous voyons que dans le cas des enfants qui sont reçus par des familles différentes, tous les besoins, leurs besoins sont servis. Et aussi, nous pensons que des fois, la solution, la meilleure solution, en fait, pour vraiment avoir les meilleures familles d'accueil. Des fois, quand la meilleure option est l'option de la famille d'accueil, nous essayons de nous assurer qu'il n'y a aucune autre forme de protection de l'enfant avant de l'envoyer dans une famille d'accueil. Depuis 2014, selon la loi, tous les enfants en dessous de 12 ans devraient être mis dans une famille d'accueil et non pas dans une institution. Et comme résultat de cette mesure, les processus d'organisation des familles d'accueil, surtout pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, se sont développés. Autour de 88,5% des enfants en dessous de 12 ans sont placés dans des familles d'accueil chez les enfants et qui ont de besoins particuliers et spéciaux. Nous sommes en train de parler de 70% de ces enfants qui sont placés dans des familles d'accueil. Comme un exemple, il y a plusieurs mesures en Hongrie qui servent pour protéger et renforcer les droits des enfants et les soins donnés aux enfants, comme par exemple quand il y a une séparation de la famille, nous avons une personne responsable de la protection de cet enfant. Nous assurons à travers la loi que les meilleurs intérêts de l'enfant sont représentés d'une façon cohérente n'importe où se trouve l'enfant avec les personnes avec lesquelles il se trouve. Nous nous assurons que nous recueillons l'opinion de l'enfant pour nous assurer que les autorités et les personnes qui prennent soin de cet enfant en sont conscientes et aussi le représentant de l'enfant participe à la formation de l'enfant pour son avenir, pour vraiment aider l'enfant à le ramener vers sa famille. Nous avons des éléments de garantie aussi et de responsabilité. Aussi, nous avons une institution légale qui s'appelle les représentants légaux des enfants. Le représentant légal de l'enfant s'assure de la représentation de l'enfant pour s'assurer que les droits de l'enfant sont respectés et que les institutions et les personnes qui s'occupent de ces enfants mènent leur travail à bien. Donc, ce représentant locaux légaux s'assure que les droits surtout des enfants qui ont des besoins spéciaux, sont respectés. C'est aussi pour ce qui est des enfants dans des institutions depuis 2018, l'investigation et le traitement des cas d'abus contre des enfants dans des institutions qui offrent des soins aux enfants sont menés en se basant sur une méthodologie spécifique qui a été approuvée par le ministère des Capacités humaines et aussi un autre pas important depuis 2018. Nous avons les services de protection des enfants régionaux qui y offrent une thérapie et un travail d'investigation pour les enfants qui ont été négligés, surtout les enfants qui ont souffert un abus. Il y a un département officiel qui va faciliter tout ce travail d'aide aux enfants. Et aussi, je voudrais parler aussi du programme pour le développement mental des familles pour mener la meilleure
aide et soutien aux enfants. Ceci est mené par le ministère des Capacités humaines avec plusieurs participants et ce programme multi-niveau de développement essaye de faire en sorte que les professionnels puissent mener leur travail d'une façon beaucoup plus efficace pour vraiment faire les changements adéquats aussi et pour développer les compétences des enfants, pour améliorer la relation entre les parents et les enfants et surtout si l'enfant est enlevé du sein de sa famille pour nous assurer que les familles d'accueil aussi peuvent mener leur meilleur travail pour le retour de l'enfant au sein de sa famille. Pendant la période de la COVID-19, certaines institutions étaient fermées pendant quelques semaines. Nous avons essayé d'offrir des appareils et des dispositifs aux enfants et aux familles qui ont besoin de recevoir des services pendant le confinement et pendant la période où les écoles étaient fermées. Moi, je pense que j'ai utilisé tout mon temps. Merci beaucoup pour m'avoir offert cette opportunité et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Huchard. Et c'est vraiment très important de voir l'engagement de l'État aussi. Moi, je pense que c'est le point de départ. Nous avons besoin d'avoir une volonté de la part du gouvernement pour vraiment s'engager sur la voie de changement et pour vraiment définir les responsabilités pour ce qui est des enfants et de l'aide offerte aux enfants. Merci pour nous avoir donné toutes ces informations sur les actions que vous êtes en train de mener et bien sûr que nous allons prendre en compte dans la prochaine action que nous allons mettre en œuvre. Et il y a bien sûr beaucoup de questions qui ont surgi, mais je ne peux pas passer par toutes les questions maintenant. Malheureusement, je voulais simplement souligner deux questions qui, à mon sens, sont importantes. Ce qui doit changer pour ce qui est de politique et des pratiques pour vraiment accéder à la justice contre les violations des droits des enfants. Il faut s'assurer qu'il y a quelque chose qui est mis en place pendant la période dans laquelle l'enfant est en prise et pris en charge par une institution. Nous avons entendu de la Hongrie qu'il y a en fait un représentant ou une représentante spéciale légale pour offrir ce soutien à cet enfant. Cette figure-là est vraiment très importante. Et le deuxième commentaire qui est intéressant, c'est celui que j'ai mentionné, c'est que le fait qu'en Amérique latine et les pays des Caraïbes, il y a un manque de politique publique pour accompagner les jeunes qui sortent du système de soins. Et ceci est vraiment très important. Nous avons dit qu'il faut éviter que les enfants rentrent dans les services d'aide, mais nous devons nous assurer, au cas où il y a des enfants dans ces services-là, qu'au moment où ils vont quitter ces services d'aide, qu'ils soient vraiment bien aidés et bien aiguillés dans la vie. Nous avons atteint la fin de cet atelier. J'aimerais juste présenter deux questions que j'ai posées au public au début. Et ceci, donc, ces deux questions, vous avez le lien dans la boîte à chat pour répondre à ces deux questions. La première question est, quelle est une chose que vous avez apprise ou qui vous fait penser d'une façon différente après cette séance? Ça, c'est la première question à laquelle il faudrait qu'on... Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui va vous faire penser d'une façon différente après cette séance? Et la deuxième, est-ce qu'il y a d'autres considérations additionnelles que vous souhaiteriez que le comité prenne en compte? Et nous avons déjà beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions à ce sujet. Si vous pouviez prendre quelques minutes maintenant de votre temps pour nous donner votre point de vue sur ces deux questions, ceci nous aiderait énormément pour vraiment faire une évaluation de cet atelier et nous allons prendre en compte, bien sûr, tout ce qui a été dit. Je vois qu'il y a une personne
qui a répondu, qui a dit nous pouvons vraiment faire en sorte qu'il y ait un changement international tous ensemble. Oui, ça c'est une des questions qui surgissent de ce workshop, l'importance de l'habilité de renforcer les droits contre l'État en soi. Ça, c'est un deuxième commentaire. En outre, réparation et le redressement sont nécessaires pour les violations systématiques et graves contre les droits des enfants. Comme nous avons trouvé ceci dans le cas de la Hongrie par le comité CRPD, nous, comme pourvoyeurs de soins, nous sommes vraiment très forts dans le présent des stratégies pour offrir aussi un conseil et écouter la voix des enfants. Et ceci est vraiment très important. Une meilleure compréhension de la situation des enfants et dans les orphelinats. Donc, le tourisme des orphelinats, ça, c'est une grosse question sur laquelle il va falloir se pencher. Et d'autres aussi commentaires qui proviennent des expériences des enfants. Ceci est vraiment très important. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté de l'État et des efforts pour offrir la justice. Ceci est vraiment très important. Il faut vraiment la suggestion de Cindy pour adopter des mesures spéciales. Ceci est vraiment très important. Celles-ci sont quelques-unes des leçons qui ont été apprises. Et maintenant, nous avons atteint la fin de ce débat. Ici, vous avez toutes vos réponses et ceci, bien sûr, va alimenter notre travail dans l'avenir. Si vous avez d'autres idées ou d'autres considérations que vous souhaiteriez nous envoyer, nous vous prions de le faire. Maintenant, j'ai l'impression que nous avons eu une liste d'intervenants et d'intervenantes absolument incroyable. Je voudrais les remercier, surtout les 3 premières personnes qui ont été assez courageuses pour partager leurs expériences avec nous. Nous avons dit une autre fois que nous avons besoin d'écouter la voix des enfants quand ils parlent de leurs expériences. Nous ne pouvons pas changer ou améliorer la situation si nous n'écoutons pas les enfants. Ceci est d'une grande importance. Nous avons entendu ces histoires très touchantes que nous devrions prendre en compte. C'est pour cela que je voudrais remercier Sinead, Marsha et Megan pour vos contributions et merci beaucoup pour votre courage de partager ceci avec nous. Merci aux professionnels pour le travail absolument incroyable que vous êtes en train de mener et pour le partage avec nous. Je voudrais voir si Macoste souhaiterait rajouter peut-être une ou deux autres phrases. Monaché, est-ce que vous avez peut-être des idées que vous souhaiteriez aussi rajouter? Vous avez juste une petite minute maintenant pour le faire. Oui, je voulais remercier tous et toutes les intervenants. Moi, j'ai beaucoup appris à travers les interventions et ceci m'a donné de nouvelles idées aussi. Il faut vraiment se centrer sur les responsabilités, la définition des responsabilités. Pour ce qui est de l'aide donnée aux enfants, je voudrais remercier aux 3 premiers intervenants pour leur courage. Leurs expériences nous ont touchés, m'ont touché à moi. Je suis sûr que toutes les personnes ici présentes ont été touchées aussi. Et bien sûr, nous avons la volonté de prendre des actions pour mener vers le changement et j'espère de voir ce changement. C'est curieux. Depuis 40 ans, nous faisons toujours face aux mêmes problèmes et j'espère que dans les 20 prochaines années, d'ici 20, 21 années, nous allons regarder en arrière et nous allons voir combien de changements nous avons menés et combien de problèmes nous avons résolus. Donc, j'espère que dans l'avenir, nous allons
pouvoir vraiment mener beaucoup de changements. Nous allons faire beaucoup de progrès pour ce qui est de la justice et de la définition des responsabilités. Merci à tout le monde pour avoir été présent, avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Monachè, pour ces mots et qui, en une certaine façon, sont un résumé de ce que nous avons entendu. Ça, c'est le défi auquel nous faisons face. Comme je l'ai dit, d'ici 20 ans, nous allons regarder en arrière et voir tout le progrès que nous avons mené et l'utilité de ce débat-là, parce que plusieurs fois, nous participons à des conférences ou à des débats, mais s'il n'y a pas un changement après ceci, probablement, ceci a été une perte de temps. Donc ici, nous avons eu des commentaires, des exemples très intéressants, des expériences et des idées sur lesquelles nous devrions travailler. Et je peux vous dire que ça, c'est une de nos priorités les plus importantes. Et pour ce qui est de l'accès à la justice, je devrais mentionner le fait que le comité donne une importance très importante au mécanisme de plainte et l'option de protocole pour les plaintes individuelles. Et c'est quelque chose que nous pouvons ratifier. Nous devons offrir aux enfants le droit de pouvoir se plaindre et faire entendre leur voix. Merci à toutes et à tous. Merci à mon co-hôte Monachè pour être avec moi pendant cette séance et je vous souhaite une très belle continuation de cette conférence. Ici, vous avez tous les liens qui vous ont été envoyés, que vous avez probablement dans la boîte à chat pour rejoindre la séance plénière qui va commencer d'ici quelques minutes, si je ne m'abuse. Et merci encore une fois et passez une très belle journée là où vous vous trouvez. Et avec toutes ces idées que nous avons en tête, nous allons essayer de les mettre en œuvre. Passez une très belle fin de journée et ça a été un plaisir d'être avec vous. Thanks, everyone. It was great. It's amazing. Thank you so much. I have to leave the meet now, so thank you. It was an amazing session. Benoit, you did an amazing job as a chair. It was really nice. So thank you so much, everyone. Bye-bye. Bye. Bye. Well done, Monachè. Thank you. Bye-bye.